Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Qu'on est en pleine incertitude, que ça va être un bordel innommable. Ça va être difficile de trouver un chemin, notamment pour des raisons éducatives, et c'est ma grande angoisse, c'est que je crains que Harari, dans Homo Deus, ait raison, c'est-à-dire qu'on aille vers des dieux et des inutiles, c'est-à-dire une aristocratie de l'intelligence, et puis de l'autre côté, des gens pour lesquels le monde va devenir trop compliqué. C'est pour moi une grande crainte politique. Je pense que le pouvoir politique se fout du fait qu'il va y avoir beaucoup de laissés pour compte. On voit bien qu'il n'y a aucune volonté à l'échelle internationale de rénover l'éducation, de réfléchir à des méthodes éducatives pour réduire les inégalités intellectuelles. En réalité, les élites politiques de droite et de gauche ont déjà intégré le paradigme de Harari. C'est-à-dire on va avoir un petit groupe de 10 à 15% de la population tout mouillé qui va gérer le monde de demain et qui va organiser l'intelligence artificielle. Puis on va avoir une masse très importante de gens qui n'auront pas une formation adéquate et puis qu'on va mettre à la fin au revenu universel. Et le revenu universel, c'est une idée extrêmement conservatrice. Ce n'est pas une idée bienveillante. Le revenu universel, ça veut dire nous n'allons pas moderniser l'école parce que c'est trop compliqué de moderniser l'école. On va vous foutre dans un coin, on va vous donner de quoi vous payer la télé-réalité et du pain et on va surtout pas essayer de vous rendre compétitif de l'intelligence artificielle. Le revenu universel est l'idée la plus conservatrice que j'ai vue de toute ma vie. Et ça passe pour une idée de gauche alors que c'est une idée d'un mépris absolu et total pour les classes populaires, qu'on considère comme perdues face à l'intelligence artificielle et dont on considère qu'il est impossible de les rendre compétitives par l'éducation, la formation. Le revenu universel est une idée qui me révulse. Et de voir qu'elle est conçue comme une idée de gauche alors que c'est une idée d'extrême droite me choque profondément. Simplement, faire évoluer l'éducation est trop lourd, trop compliqué, donc on considère qu'on n'y arrivera pas. Et les politiques ne sont pas complètement cons. Ils voient très bien que l'intelligence artificielle va radicalement changer le marché du travail. Donc, il raisonne très simplement. On ne peut pas moderniser l'école en profondeur. Et d'un autre côté, l'intelligence artificielle va déqualifier beaucoup de gens qu'on ne va pas pouvoir former. Donc, on trouve une solution d'assistance, d'assistanat, profondément paternaliste, au lieu de se poser les vraies questions sur comment on réorganise l'économie et comment on réorganise l'école. Et ce sont des questions qui ne sont pas simples. Vous avez trouvé des pistes? Des pistes, aujourd'hui, on n'en a pas. On n'en a pas. On peut améliorer l'école, on peut personnaliser l'école, bien sûr. Et l'intelligence artificielle peut d'ailleurs aider à personnaliser la façon dont on est formé en fonction de nos caractéristiques intellectuelles personnelles. Parce que c'est ce qu'on appelle la personnalisation de l'enseignement ou l'adaptative learning. Le problème, c'est que ça ne va pas suffire. Et c'est sans doute le grand tabou de l'éducation. L'éducation, la formation sont des technologies merveilleuses et on doit tous énormément à l'éducation, qu'elle soit publique ou privée, ça ne change pas grand-chose. L'éducation est une technologie merveilleuse, elle a juste un immense problème. L'éducation marche très très bien sur les quotients intellectuels élevés, elle marche moyennement bien sur les quotients intellectuels moyens et l'éducation ne marche quasiment pas sur les quotients intellectuels faibles, sur les quotients intellectuels médiocres. Autrement dit, investir sur l'école, former les gens, ça profite d'abord aux gens les plus intelligents. Toutes les études montrent que les gens qui ont des capacités intellectuelles moyennes, hélas, ne bénéficient pas beaucoup du système éducatif. On le voit tous les jours. D'expliquer un truc compliqué à un polytechnicien, c'est plus facile et ça va plus vite que de l'expliquer à un cantonnier. C'est vrai. C'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. L'horrible réalité, c'est que le quotient intellectuel mesure notre capacité à apprendre. Et que les gens les moins doués, qui vont être le plus bousculés par l'intelligence artificielle, sont aussi les gens qui ont le plus de mal à apprendre des choses nouvelles. Aujourd'hui, si on voulait être révolutionnaire, il faudrait investir, d'un point de vue universitaire, en recherche, pour trouver des formes de pédagogie, des formes d'éducation qui marchent bien chez les gens qui ont des QI médiocres. Parce que cela permettrait de réduire les inégalités intellectuelles et donc les inégalités tout court. Parce que dans le monde où nous rentrons, qui est une économie de la connaissance, le pouvoir, les revenus vont être directement corrélés à nos capacités intellectuelles. Si nous n'avons pas les moyens de réduire les inégalités intellectuelles, nous allons avoir d'énormes inégalités
sociale, professionnelle et économique. C'est déjà le cas, non? Ça va être bien pire. Il y a, dans le monde d'aujourd'hui, de la place pour des gens qui n'ont pas une forte intelligence conceptuelle. Quand l'intelligence artificielle va être ubiquitaire, va être présente partout, il n'y aura plus de place économique pour des gens qui n'ont pas une forte intelligence conceptuelle. C'est horrible à dire, mais progressivement, dans les décennies qui viennent, la place des gens qui n'ont pas une intelligence conceptuelle forte va être difficile à trouver. Et donc, en maintenant des inégalités intellectuelles fortes entre les gens, on va créer en réalité des inégalités sociales explosives. Car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas besoin dans le système économique de gens qui n'ont pas une forte intelligence conceptuelle. Ce constat, il est horrible, il est très triste, mais il faut bien le faire, notamment si nous voulons investir dans la recherche pédagogique pour trouver des méthodes pédagogiques, comme je disais tout à l'heure, qui permettent d'aider à mieux apprendre aux gens qui ne savent pas apprendre. Le problème politique, c'est qu'on est rentré dans une économie de la connaissance sans en tirer toutes les conclusions. Et que dans une économie de la connaissance, dans une économie de la data, dans une économie de l'intelligence artificielle, il y a par définition une énorme prime à ceux qui ont une forte intelligence conceptuelle, à ceux qui sont innovants, à ceux qui savent manier la data. La question du moment, c'est comment on fait pour les gens pas très doués pour arriver à rester compétitifs dans un monde où l'intelligence artificielle faible, sans conscience d'elle-même, va être quasi gratuite et va faire les choses beaucoup plus vite que nous. Que fait-on d'un comptable quand l'intelligence artificielle, même si elle ne sait pas qu'elle existe, va faire les comptes 1 milliard de fois plus vite que le comptable et pour 3 cacahuètes? C'est cette question-là qui se pose, c'est une question politique, c'est une question éducative, c'est une question philosophique. On n'a pas commencé à y réfléchir. Il est urgent d'y réfléchir, sinon nous allons avoir une crise sociale. Et comme je disais tout à l'heure, Harari, dans Homo Deus, aura raison. Nous aurons une aristocratie de l'intelligence d'un côté, avec une masse de gens abandonnés. Et cette vision d'horreur, cette vision politique d'horreur, ce cauchemar politique est en fait ce qu'on est en train de construire en ne réformant pas l'éducation et la formation suffisamment vite, même si des efforts méritoires sont faits en ce moment en France. L'aventure humaine n'est qu'à son début, l'aventure humaine est illimitée, il y a plein de choses à faire, il y a plein de domaines où nous allons faire des choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Il y a juste un problème. Dans cette économie, nous n'avons pas bien réfléchi à ce que nous allons faire des gens pas très doués, pas très innovants, ne sachant pas très bien manipuler les données, l'intelligence artificielle. Bref, une fois de plus, nous sommes face à un problème politique angoissant. Nous allons vers un monde extraordinaire grâce à l'intelligence artificielle, mais qui risque d'être un monde fantastique, principalement pour les gens les plus doués et dotés d'une forte intelligence conceptuelle. C'est une forme d'eugénisme du XXIe siècle. Non, c'est une forme d'apartheid. En réalité, les politiques ont intériorisé l'idée qu'on allait créer une société à 2 vitesses. S'ils n'avaient pas intériorisé cette idée-là, on moderniserait l'école et la formation professionnelle 10 fois plus vite qu'on le fait dans les pays européens. Non, il n'est jamais trop tard. On a peut-être plus de sous. Il n'est jamais trop tard. Vu le nombre de ronds-points inutiles qu'on fait à la sortie des villages, vu la façon dont on gaspille de l'argent public dans les régions et au niveau national aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on manque d'argent. L'argent est mal utilisé, il ne va pas vers les 2 seules priorités du XXIe siècle, la recherche et l'éducation. On met l'argent partout, on saupoudre l'État-providence partout, les gamins de bourgeois ont des bourses inutiles, ont des allocations inutiles, l'État-providence gaspille du pognon partout, on rembourse plein de médicaments inutiles. Non, il y a plein d'argent, sauf que l'argent est distribué en fonction des désirs des lobbies, au lieu d'aller vers les 2 seules priorités de la France au XXIe siècle pour éviter cet apartheid intellectuel, que sont la recherche et l'éducation. C'est bien le drame de l'école, c'est que l'école forme aujourd'hui beaucoup trop de techniciens, de gens avec un savoir donné, par exemple des gens à qui on apprend à être chauffeur de camion, des gens à qui on apprend d'être comptable, toutes professions qui vont être balayées par l'intelligence artificielle. Au lieu de former des techniciens, alors que l'intelligence artificielle va mieux faire que les techniciens étroits, il faut apprendre aux gens à apprendre. Donc
les rendre multidisciplinaires, leur donner des humanités, leur apprendre la transversalité, le travail d'équipe, le travail en groupe, l'intelligence collective, l'esprit critique. L'école n'apprend que très peu tout ça. Il faut cesser d'apprendre des choses aux enfants. Il faut principalement leur apprendre à apprendre. Il faut vraiment obliger les gamins à lire. Les élites intellectuelles ont une responsabilité vis-à-vis des gens moins doués, sauf que les élites intellectuelles n'en ont rien à foutre des gens pas doués. Et si les élites intellectuelles en avaient quelque chose à faire des gens moins doués, eh ben, on investirait plus dans l'école et on essaierait de se rapprocher des standards de qualité des écoles de Singapour, au lieu d'avoir nos écoles qui sont bien souvent sous-investies, avec des profs sous-payés et sans moyens. Oui, je le répète, et ce n'est pas un propos démagogique, nos ZEP devraient aujourd'hui être au standard Montessori, au lieu d'être ce qu'elles sont, c'est-à-dire des endroits qui vont fabriquer des gamins qui vont être laminés par l'intelligence artificielle et auxquels demain nos élites bien pensantes donneront le revenu universel après les avoir mal formés et les avoir envoyés au casse-pipe face à l'intelligence artificielle. Oui, il y a une responsabilité écrasante des élites intellectuelles dans la crise sociale et politique qui arrive. Il faut investir massivement sur la recherche et sur l'éducation, sauf que ces segments-là n'intéressent pas nos élites politiques. Le seul but de l'économie, c'est de réduire les inégalités au XXIe siècle. Et donc le but de l'économie, le but de la politique, c'est de réduire les inégalités. Or, dans le monde qui vient, je le répète, les inégalités intellectuelles vont être la source de toutes les inégalités. Les gens intelligents auront de plus en plus tous les pouvoirs, parce que l'intelligence artificielle va faire mieux que la plupart d'entre nous les tâches simples. Donc il ne va rester que des tâches transversales et très compliquées à faire. Et ce sont les gens dotés de la plus forte intelligence conceptuelle qui vont avoir ces emplois-là et qui donc auront tous les pouvoirs dans la société qui vient. C'est pour ça que l'éducation est une véritable urgence et c'est pour ça qu'il faut notamment mettre le paquet sur les classes sociales défavorisées, sur les classes économiques défavorisées, sur les zones géographiques défavorisées. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des écoles au standard Montessori en commençant par le 9-3, parce qu'il est totalement injuste que seuls les enfants de la haute bourgeoisie aient aujourd'hui une éducation au standard Montessori ou équivalent, ce qui va accentuer les inégalités. On est sur une crème de légumes. Nous relancerons le premier pilote avant la fin de l'année 2018 et l'idée est de construire une grande marque de restauration pour les prochaines années. Objectif 500 restaurants et points de restauration pour 2023. En France, en Europe, aux États-Unis par exemple, en Asie, dans des gares, des aéroports, des grands boulevards, tous les lieux finalement qui ont un besoin de flux important. L'un des gros points forts, ça va être la personnalisation des ingrédients. C'est-à-dire que le client va pouvoir précisément ajuster la quantité de chacun des ingrédients. Donc une fois que la pizza est aplatie et que le fond de sauce est déposé, tous les ingrédients auront été tout juste préparés en amont et vont être répartis en quelques secondes directement sur la pizza. L'un des intérêts, c'est qu'on peut paralléliser les tâches en fait, ce qui fait que la pizza arrive prête à cuire pendant qu'une deuxième pizza est en train d'être aplatie. Paddy, ça a été au départ une aventure de recherche qui a nécessité des investissements à la fois du crédit impôt recherche, de la BPI, plus de ce qu'on appelle de l'entourage des fondateurs qui ont présenté plus de 2 millions d'euros, et puis récemment des investisseurs institutionnels qui ont mis plus de 2,2 millions d'euros dans notre aventure. Il y a un vrai défi, effectivement. Il y avait le défi technologique, puis il y a le défi finalement d'acceptation du public par rapport à ce qu'on fait. Et fondamentalement, nous faisons confiance notamment aux Français qui ont une exigence gustative qui est très forte. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce projet naisse ici en France. À la fois parce que la robotique, elle n'est pas que asiatique ni que californienne, elle est aussi française. Au bout du compte, on mange une pizza et le produit doit être un produit d'excellence. Et si le produit est bon, les gens reviendront. C'est magnifique. Quand je suis rentré dans ce domaine-là, j'ai vu plein de gens très compétents, plein d'informaticiens très forts, j'ai vu plein de mathématiciens géniaux.
j'ai vu personne qui réfléchissait aux conséquences politiques, sociales et éducatives de l'intelligence artificielle. J'ai vu des gens, le nez sur le guidon, qui réfléchissaient à leur algorithme, incapables de voir ce que le tsunami de l'intelligence artificielle allait faire à 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 1000 ans, 1 million d'années. Aucune réflexion. Parce que les gens de l'intelligence artificielle n'ont pas de pensée politique, ils n'ont pas de pensée sociale, ils n'ont pas de pensée économique. Et donc ça m'a donné envie de réfléchir aux conséquences politiques de ces sujets-là, sur lesquels nous étions en plein désert. Ce n'est pas spécifique à la France. La Silicon Valley ne réfléchit que très très peu aux conséquences politiques de l'intelligence artificielle.